C'est bon? Super, merci. Là, tu vas me faire briller, alors. Tu vas me faire briller. C'est éditeur.
climat, biodiversité, accès aux services essentiels, santé, accès à l'emploi, un développement humain, équitable et durable. Le monde et l'Afrique sont confrontés à des enjeux majeurs. Tous les acteurs se mobilisent pour porter des solutions responsables, équitables, solidaires, inclusive et durable. Les 7 et 8 juillet, 2 jours autour de 8 thèmes avec 64 intervenants en multiplex depuis 7 pays. Le sommet de l'engagement sociétal des entreprises, inscription sur sommetengagementsocietal.com. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur la télévision togolaise et de vous savoir câblé ce matin pour suivre les échanges sur les dialogues et le dialogue et les échanges au programme du premier sommet sur l'engagement sociétal des entreprises entre l'Afrique, la France et l'Europe. Sommet qui se tient à Paris de ce jeudi 8 à demain vendredi 9 juillet. Et donc, durant 2 jours, depuis les 2 continents, l'Europe et l'Afrique, différents acteurs publics et privés et de la société civile tableront sur le thème « Le temps de l'engagement et plus le temps de l'inclusion ». Ils débattront donc de notions de l'engagement et de collaboration entre parties prenantes pour l'atteinte des objectifs de développement durable avec un accent particulier mis sur l'ODD 17, celui du renforcement des partenariats. Et tous ces échanges, vous pourrez également les suivre sur la page Facebook du ministère du Développement à la base. Et cette émission spéciale consacrée donc à la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, se déroulera en plusieurs séquences, mais sur 2 plateaux. L'un à Paris, en France, et l'autre à Lomé, sur ce plateau de la télévision togolaise. Nous suivrons donc d'abord, pour démarrer, un mot de Madame Olivia Grégoire. Elle est secrétaire d'État française chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Et ce sera donc depuis Paris. Et également depuis Paris, présente donc à ce sommet le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dossou d'Almeida, qui représente Madame le Premier ministre. La ministre du Développement à la base donc interviendra également depuis Paris. Et nous reviendrons au Togo sur ce plateau de la télévision togolaise pour un débat de panel d'invités qui partageront avec vous leur vision et leur expérience de la RSE, mais également des questions des ODD. Et pour conduire donc les échanges de ce panel, mon confrère Jean-Paul Agbo a relété, éditorialiste et directeur de publication du bimensuel Focus Info. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Anita. Alors Jean-Paul, très rapidement, dis-nous, quel est l'objectif du sommet de Paris et à quoi doit-on s'attendre? Alors le sommet de Paris est un sommet inédit. Vous l'avez dit tout à l'heure, il porte sur la responsabilité sociale des entreprises qui est une valeur de notre temps, de notre époque, et qui est la mise en pratique de la question du développement durable par les entreprises. Alors, il s'agit pour celles-ci d'impacter positivement notre société et de préserver l'environnement tout en étant économiquement viable. Alors, vous direz que c'est un équilibre assez complexe. Oui, alors, pour arriver à cet équilibre, ces entreprises font appel donc à des parties prenantes, notamment leurs clients, leurs collaborateurs, les acteurs du territoire, les fournisseurs, etc. Alors l'objectif de ce sommet est de contribuer justement à mettre la responsabilité des entreprises, la question de l'inclusion, l'économie sociale et solidaire, l'investissement social responsable et les objectifs du développement durable au cœur justement du développement. Et plus spécifiquement, il s'agira pour nous sur ce plateau avec les invités que vous avez annoncés, d'échanger sur plusieurs thématiques, notamment en quoi l'inclusion favorise-t-elle le développement économique, en quoi contribue-t-elle à la sortie du secteur informel qui représente un pan important des économies des pays africains, quelle place pour le numérique et enfin comment articuler cette responsabilité sociale et l'économie sociale solidaire au service d'une inclusion économique pour les jeunes
et pour les femmes. Alors, sont présents à ce sommet, vous l'avez également évoqué, des représentants des entreprises, des représentants aussi des gouvernements, vous l'avez dit, il y a la ministre du Développement à la base qui représente Madame la Première ministre, mais aussi toutes les parties prenantes dans la recherche justement d'impact et d'atteinte aux objectifs de développement durable. Il n'y a pas que le Togo, il y a d'autres pays, la RDC, le Sénégal, le Gabon et plusieurs autres pays du continent. D'accord. Merci beaucoup Jean-Paul. Nous aurons donc le temps de découvrir tout cela durant cette émission spéciale. Et comme annoncé, donc, nous allons à Paris poursuivre le mot de Madame Olivia Grégoire. La RDC, le Sénégal, le Gabon et plusieurs autres pays du continent. D'accord. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'intervenir, même à distance, pour l'ouverture de ce sommet attendu RSE et ESS d'Africa Mutandi. Merci pour votre invitation sur un sujet au cœur de ma feuille de route internationale, le lien entre l'économie sociale et solidaire et les objectifs de développement durable que vous connaissez aussi bien que moi. Lien évident parce qu'il va de soi que le développement durable passe par le développement d'une économie plus sociale, plus solidaire. Je salue d'ailleurs mes homologues africains et européens qui participent à ce sommet. Il y a ceux que je connais déjà, il y a ceux que je ne connais pas encore. Je me réjouis de revoir les premiers, je me réjouis de voir les seconds. Ensemble, nous dépassons les frontières nationales pour bientôt dépasser les frontières de l'économie en renforçant ce qui est au cœur même de l'ADN de l'économie sociale et solidaire, les coopérations. Le renforcement de l'économie sociale à travers les pays et les marchés est vraiment un enjeu majeur de notre relance. Après plusieurs mois de crise sanitaire mondiale, de crise économique, nous n'en sommes plus au simple stade de l'alerte. Nous étions dans l'urgence climatique et sociale, nous sommes désormais dans l'absolue nécessité de faire évoluer nos modèles. Nous le savons, ce changement passe par une croissance plus inclusive. Inclusive au regard de notre planète et de nos populations qu'il faut regarder comme des composantes indispensables de notre croissance. Inclusive aussi à l'égard de nos voisins, qui ne sont pas un maillon dans la chaîne de valeur mondiale, mais la chaîne elle-même. Nous réussirons la transition ensemble, ou nous échouerons ensemble, il n'y a pas d'alternative. Contrairement aux apparences, c'est ici un message résolument optimiste que je veux porter, parce que je crois fermement que nous sommes capables de bâtir et de faire fructifier les coopérations entre les États et les acteurs de l'économie sociale. Renforcer les coopérations, promouvoir l'économie sociale, décliner l'agenda 2030 sur les objectifs de développement durable, voici justement les objectifs de l'Alliance Pact for Impact que vous connaissez et que je conduis désormais depuis Bercy. Pact for Impact, c'est une alliance qui regroupe une cinquantaine de délégations nationales et internationales, plusieurs centaines d'acteurs de la société civile. Suite au G7 de 2019, consacré à la lutte contre les inégalités, le sommet se structure de jour en jour en une alliance internationale porteuse de solutions et permettant de mettre en lien les acteurs praticiens de cette économie sociale. Aujourd'hui, nous travaillons ardemment ici au secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable à la consolidation et à l'amplification de cette alliance. Je veux vraiment souligner combien les pays d'Afrique en sont un moteur essentiel. Et je crois même pouvoir dire que ce continent pourra bientôt annoncer sa propre initiative en la matière. Je suis d'ailleurs assez impatiente. C'est la suite logique d'une avance qu'elle doit à la fois à des gouvernements très engagés, mais également à une société civile particulièrement inspirée, mobilisée. C'est tout le sens de ce Pact for Impact qui ne peut réussir que s'il y a un constat partagé entre les acteurs du public au public, du privé au privé et du public au privé. Nous ne ferons pas la transition durable de notre modèle économique sans l'association étroite entre ces deux pivots de nos économies. C'est pourquoi, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous appelle à rejoindre notre coalition, y partager vos bonnes pratiques, mais aussi vos attentes, vos doutes. Venez construire avec nous la coopération concrète qui est au fondement
de la durabilité et de la solidarité. Merci pour votre attention. Merci à Pierre-Samuel Guedj pour son engagement sans faille au service du développement durable, au service de la coopération entre les peuples de tous les continents du monde pour une croissance économique certes ambitieuse, mais toujours plus juste, plus inclusive, plus sociale, plus solidaire et à très vite, je n'en doute pas, dans l'alliance Pact for Impact. C'était donc le secrétaire d'État français chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable. Et je rappelle donc que vous suivez cette émission spéciale consacrée au sommet sur la RSE, sommet donc qui se déroule du côté de Paris. Alors Jean-Paul, nous venons d'écouter Madame Grégoire, mais très rapidement pour nos téléspectateurs, certains qui viennent sûrement de nous rejoindre sur la télévision togolaise, que peut-on retenir de son intervention ? Alors, disons que c'est un message résolument optimiste, comme elle a dit elle-même, que Mme Grégoire a porté à travers cette vidéo que nous venons de suivre. Optimiste parce qu'après plusieurs mois de crise due à la pandémie de la Covid-19, la plupart des pays, sinon la planète entière, est dans la relance. La crise n'est pas complètement derrière nous, mais les pays s'engagent dans la relance. Et pour cette relance, selon elle, il faut que tous les acteurs, y compris ceux de l'économie sociale, se mobilisent, tout en renforçant les coopérations. Elle a parlé d'une alliance internationale, de la déclinaison de l'agenda 2030 sur les ODD. En résumé, elle est partisane d'une économie plus juste, plus inclusive et plus solidaire pour pouvoir sortir de cette crise qui dure depuis bientôt 1 an et demi. En étroite collaboration donc avec le thème de ce sommet-là. Alors également présente à ce sommet à Paris, nous l'avons annoncé, Madame le ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dessou d'Almeida, qui représente donc à Paris Madame le Premier ministre. Je vous propose maintenant de suivre l'intervention de Madame le ministre, puis suivra sur ce plateau le débat de panel qui sera modéré donc par Jean-Paul Agbo Arouelité. De la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dessou d'Almeida, qui représente donc à Paris Madame le Premier ministre. Je vous propose maintenant de suivre l'intervention de Madame le ministre, puis suivra sur ce plateau le débat de panel qui sera modéré donc par Jean-Paul Agbo Arouelité. De la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dessou d'Almeida, qui représente donc à Paris Madame le Premier ministre. Je vous propose maintenant de suivre l'intervention de Madame le ministre, puis suivra sur ce plateau le débat de panel qui sera modéré donc par Jean-Paul Agbo Arouelité. De la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam Dessou d'Almeida, qui représente donc à Paris Madame le Premier ministre. Je vous propose maintenant de suivre l'intervention de Madame le ministre, puis suivra sur ce plateau le débat de panel qui sera modéré donc par Jean-Paul Agbo Arouelité. De la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Myriam. Participants à ce sommet, éminents panélistes d'ici et d'ailleurs, je suis honorée de représenter Madame le Premier ministre à cet important sommet qui traite de l'un des sujets les plus à la mode, mais non moins importants, de notre siècle, et surtout les sujets plus importants pour l'avenir de l'humanité et de la planète. Je remercie d'ailleurs Monsieur Samuel Guedj d'avoir associé notre pays, le Togo, à ce grand rendez-vous intercontinental sur l'engagement sociétal des entreprises. Monsieur Guedj, vous avez été bien inspiré d'avoir inscrit le Togo sur la thématique de l'inclusion chère au président de la République, Monsieur Faure Essazimna Gnassingbé. Le Togo s'est inscrit dans la continuité de la consolidation et l'amplification des actions entreprises depuis 2008 pour devenir le hub de l'économie solidaire et sociale.
L'engagement du Togo peut se lire clairement à travers la feuille de route gouvernementale 2020-2025, à la fois sur un plan conjoncturel, mais aussi grâce au concept de développement à la base, un processus structurel d'innovation togolaise qui symbolise l'effectivité de l'inclusion sociale. Né en 2008 de la vision prospective du chef de l'État, ce concept ambitionne d'assurer durablement à terme un accès universel de toutes les communautés et organisations à la base à un minimum vital commun. Nous sommes dans un monde où le paradigme qui gouverne est celui de la rentabilité et des profitabilités immédiates. Ce paradigme a eu pour conséquence de laisser sur les rails un wagon d'humains à travers le monde, particulièrement dans nos pays. Dès lors, il s'est avéré impérieux de trouver les moyens de raccorder ces wagons. Ces wagons, c'est en priorité les populations vulnérables, les femmes, les jeunes. Le Togo a fait très tôt le choix de l'inclusion, basé sur le principe de l'équité et de la responsabilité, dans la mise en œuvre des stratégies pour réduire les inégalités et permettant de libérer les capacités des populations à opter pour des activités génératrices de richesse au sein de leur communauté. Pour les plus vulnérables, bien entendu, des filets sociaux sont installés grâce au transfert de cash. L'ANADEB, l'Agence nationale de développement à la base, est la cheville ouvrière de cette politique et assure depuis 2011 l'accompagnement des communautés à la base. Le gouvernement togolais a structuré une série de programmes cohérents à fort impact réel, mesurable, permettant de ne laisser personne sur le quai. Qu'ils soient conjoncturels ou structurels, ces programmes sont destinés à réduire la pauvreté tout en accompagnant les bénéficiaires dans leur transformation et leur autonomisation. Ils sont basés sur une approche du faire-faire avec une composante renforcement de capacité en gestion. Nous parlons d'inclusion ce jour. Cette inclusion concerne les populations. Elle est à la fois financière, sociale, économique, politique et même géographique. Géographique parce que des programmes spécifiques sont destinés à la zone du Nord Togo, à la frontière au niveau de la frontière avec le Burkina, où le risque de terrorisme et d'extrémisme violent s'accroît, avec des programmes d'envergure appuyés par les partenaires tels que la Banque mondiale et le PNUD. Les programmes et projets que les agences et organisations du ministère du Développement à la base de l'emploi des jeunes déploient sur le terrain offrent aux entreprises et aux organisations, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, des opportunités de mettre en œuvre leur responsabilité sociale d'entreprise avec une garantie d'impact sur les populations et surtout en capitalisant sur les expériences acquises au fil des ans par l'agence nationale créée à cet effet. C'est comme cela que nous avons vu des partenaires techniques et financiers s'appuyer sur ces dispositifs pilotés par les départements du ministériel. Un fonds dédié à l'accompagnement des jeunes est créé et permet aux jeunes qui ont choisi la voie de l'entrepreneuriat d'être accompagnés jusqu'au financement de leurs activités et à la croissance. La structuration des chaînes de valeur dans les filières porteuses a permis également de créer plus de 35 000 emplois au cours des 5 dernières années dans la production agricole, la transformation et la commercialisation de ces produits. Le projet a d'ailleurs inspiré la création d'une institution, une structure en charge du financement de l'agriculture basée sur le partage des risques dans le cadre d'un partenariat public et privé. La mise en place de plateformes multifonctionnelles au profit des groupements de femmes dans les campagnes et les zones éloignées permet de contribuer à leur autonomisation et de générer des revenus avec l'ambition d'aller plus loin. Ces plateformes, d'ailleurs, sont en train d'être transformées
en plateforme solaire. Le choix que nous avons fait au Togo, c'est certainement de continuer à respecter les principes de profitabilité et de rentabilité des entreprises, mais d'agréger à ces principes l'homme, accélérer la croissance économique et valoriser le capital humain. Cela tourne autour de 3 considérations. La première, il s'agit de la réduction de la vulnérabilité des populations, les jeunes, les femmes, la diaspora, les personnes âgées. Il y a un programme de cash transfert qui est déroulé depuis plusieurs années. Nous avons également des programmes dédiés et destinés aux populations de jeunes dans les zones rurales, des jeunes déscolarisés ou des jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école, ce qu'on retrouve souvent dans nos pays. Et ces programmes tournent autour de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, des programmes également d'emploi donc pour ces jeunes vulnérables qui constituent des activités au sein de leur communauté. Ces programmes ont touché 14 000 jeunes et d'ici la fin de cette année, nous atteindrons les 15 000 bénéficiaires. Le volontariat est aussi une des armes de lutte contre l'exclusion des jeunes. L'agence de volontariat recrute des volontaires. En moyenne, 4 000 jeunes sont employés par an et recrutés pour une durée d'environ 4 ans. Le volontariat d'engagement citoyen est, à mon sens, le volontariat, la plus belle forme de volontariat, permettant à des jeunes des villes et campagnes de contribuer à des travaux d'intérêt commun pour l'amélioration du cadre de vie. La finance inclusive est aussi un des volets de notre lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Une agence créée depuis plusieurs années vise à renforcer et à créer les conditions optimales pour permettre aux acteurs décentralisés de la microfinance de satisfaire de façon permanente aux besoins de produits financiers de proximité exprimés par les communautés n'ayant pas accès au financement classique. Près de 1 700 000 personnes ont bénéficié à ce jour de ce programme qui leur permet d'initier des activités commerciales et autres. Résultat des courses, la pauvreté a reculé au Togo. Même si cet effort a été mis à mal par les effets collatéraux de la pandémie mondiale, nous avons réussi, avec le peu de moyens que nous avons, à toucher, grâce au programme Novici, où s'est invitée la digitalisation, une bonne partie de la population. Ce programme visait à soutenir tout citoyen togolais éligible ayant perdu son revenu en raison de l'adoption de mesures de riposte contre le coronavirus. Il est destiné à se poursuivre pour continuer à soutenir, grâce au digital, les populations vulnérables du Togo. Nul doute que ces dispositifs et mécanismes existants ont contribué à la résilience des populations et favorisé la riposte sanitaire et ses conséquences économiques sur les populations. L'économie solidaire, c'est aussi la mobilisation de près de 15 000 artisans par le gouvernement à travers leur organisation pour la production de 13 millions de masques, réduisant ainsi l'utilisation des masques chirurgicaux dont nous connaissons la nature fossilisante. Nous nous engageons dans la promotion de la culture du travail. Il faut adopter des solutions structurées et cohérentes, adaptées aux différentes populations pour répondre aux exigences de nos propres choix. L'exode rural est l'une des grandes plaies, les plus grandes d'ailleurs, de nos sociétés au cours des dernières décennies, avec son lot de conséquences sur l'emploi et l'employabilité des jeunes dans les villes. Au Togo, nous avons choisi le développement endogène. Pour éviter que cette brave jeunesse ne construise ses rêves qu'autour des capitales, le ministère du Développement, à la base, crée au sein des communautés dans les villages un écosystème qui respecte leur environnement et les établit dans un modèle de transformation socio-économique positif.
Ça vous intéresse certainement de savoir de quoi il s'agit. Le Togo veut bâtir son développement sur ses atouts, l'agriculture, le développement d'une agriculture moderne basée sur la carte de fertilité des sols, la création de zones agricoles aménagées prioritaires permettra de créer des emplois dans les zones rurales et encourager aussi l'agriculture biologique, une agriculture qui préserve la nature. Ce qui amène à mon troisième point. La troisième considération, la nature. La nature est notre mère nourricière. Nous subissons des dégradations issues de déchets de toute nature, conséquence du choix de nos économies modernes, inspirées de celles des pays dits développés. Pour établir cet équilibre nécessaire et vital, le gouvernement a pris l'engagement de planter des arbres, 1 milliard à l'horizon 2030. Plus d'énergie propre pour créer des emplois verts en partenariat avec le secteur privé. Et vous noterez la construction d'une centrale solaire dans le centre du Togo, à Blita, qui a été inaugurée au mois de juin. La signature récente d'un accord de financement également pour 2 autres grandes centrales est en cours. La subvention de kits solaires pour la population depuis 2019 a permis d'éclairer environ 550 000 foyers dans les zones rurales. Le Togo, c'est moins de 8 millions d'habitants sur 56 000 km². Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a une réserve de choses à faire pour nous et il n'est pas possible de s'arrêter en si bon chemin. Briser la dichotomie public-privé et fédérer les acteurs autour d'engagements collectifs pour plus d'inclusion et l'atteinte des objectifs de développement durable est notre leitmotiv. La nouvelle façon de gouverner annoncée par la chef du gouvernement a créé une dynamique avec son appel à une alliance forte entre le public et le privé. Cette collaboration qui prévoit des rencontres périodiques avec le secteur privé est présidée par le Premier ministre en personne. Nous devons réduire les écarts de méthode et de méthodologie de production des biens et services. Cela devient un impératif pour faire prospérer cette alliance avec le secteur privé pour le bien de tous. La feuille de route gouvernementale a intégré totalement l'engagement du Togo dans le Pacte for Impact, dont les grandes lignes se lisent à travers les réformes et projets. Elle prévoit notamment une série de réformes concernant l'appui aux très petites et moyennes entreprises et industries, une réforme de l'administration publique avec déjà un nouveau code de travail plus moderne qui est destiné à faciliter l'intérêt des entrepreneurs pour le Togo. Créer les conditions d'un climat d'affaires favorable au développement de l'économie solidaire, créer un cadre de développement de la responsabilité sociétale par les entreprises et renforcer le secrétariat administratif chargé de la responsabilité sociale des entreprises constituent les 3 actions prioritaires qui vont être menées dans les mois qui viennent. Qu'elles soient locales ou internationales, les entreprises doivent jouer leur partition et nous voyons certaines le faire assez bien. Elles développent des programmes de mentoring pour les jeunes, pour les femmes entrepreneurs et la mobilisation pour le projet de cantine scolaire a été la preuve qu'il est possible d'avoir l'intérêt du secteur privé sur des questions aussi sociales. Nous sommes convaincus qu'aucune activité économique ne peut prospérer durablement, quel que soit le niveau d'investissement, de technologie, de productivité, si la majeure partie de la population n'a pas la capacité de consommer et de s'insérer dans cette économie. La jeunesse trouvera sa place dans ce processus. J'ai envie de dire qu'elle est au centre. C'est pour cela qu'ensemble, les programmes conçus en partenariat avec le secteur privé à son intention doivent être capables de faire rêver grand le Togo. L'État ne peut et ne veut pas faire tout seul. C'est donc ensemble, entre États responsables,
entreprises responsables et société civile dynamique que nous allons continuer la bataille de l'inclusion. Je vous remercie. Climat, biodiversité, accès aux services essentiels, santé, accès à l'emploi, un développement humain, équitable et durable. Le monde et l'Afrique sont confrontés à des enjeux majeurs. Tous les acteurs se mobilisent pour porter des solutions responsables, équitables, solidaires, inclusives et durables. Les 7 et 8 juillet, 2 jours autour de 8 thèmes avec 64 intervenants en multiplex depuis 7 pays. Le sommet de l'engagement sociétal des entreprises, inscription sur sommetengagementsocietal.com. Les acteurs se mobilisent pour porter des solutions. Alors nous sommes de retour sur le plateau de la télévision nationale. Nous venons de suivre depuis Paris l'intervention de Madame la ministre du Développement à la base, qui a relevé dans son intervention que l'inclusion est un passage obligé pour relever les défis d'un développement durable. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'essentiel? Madame la ministre a rappelé que le Togo ne découvre pas aujourd'hui la notion d'inclusion, que le Togo a fait le choix depuis très longtemps de l'inclusion, axée sur des valeurs comme l'équité et la responsabilité. Elle a également rappelé la mise en place des programmes à fort impact pour relever notamment le défi de la pauvreté, tout en accompagnant les bénéficiaires vers leur autonomisation. Alors on peut, en guise de conclusion, noter que la pauvreté a été réduite dans notre pays et que le gouvernement fait la promotion du travail et de l'autonomisation des populations vulnérables. Pour continuer à échanger sur le sujet et sur d'autres thématiques, nous avons été rejoints par nos invités avec qui nous avons échangé pendant une quarantaine de minutes sur ce plateau. Je m'empresse de vous les présenter. À ma droite, Madame Messina Gikoumé, ambassadrice Women in Africa, entrepreneur dans la construction écologique et économique. À l'extrême droite, Monsieur Eden D'Almeida, qui est fondateur et dirigeant d'Africa Global Recycling, expert en solutions environnementales et de développement durable. À l'extrême gauche, Madame Laurence Keke, directrice générale d'Engie Power Corner au Bénin. Au milieu, Monsieur Komla Agbetosu, responsable entrepreneuriat et partenariat chez Miaodo EDM. Et puis, à ma gauche, Mademoiselle Florence Petigot, qui est collaboratrice RSE du groupe EDB Cement. Mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être là. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite faire un tour de table rapide pour avoir vos commentaires, vos réactions suite au message que vient de délivrer Madame la ministre. Honneur aux femmes peut-être. Madame Gikoumé, en quelques mots. Alors, je pense que ce que Madame le ministre a dit, c'est très intéressant. Parce que pour lutter contre la pauvreté, on a vraiment besoin d'intégrer les femmes, les jeunes, dans tout ce qui est emploi, de pouvoir en faire, faire une espèce d'égalité entre femmes et hommes. Et surtout aussi, nous les entrepreneurs, nous sommes prêts à accompagner l'État togolais dans ses objectifs de développement durable pour les années à venir. Monsieur D'Almeida. Oui, merci de m'avoir associé à cet événement. Le discours de Madame le ministre me paraît assez édifiant et résume, à mon sens, notre présence d'ailleurs ici, le thème qui est posé sur l'inclusion. Je retiens 3 choses. La première, c'est que nous ne nous basons plus uniquement sur nos atouts pour parler de développement. Nous partons également de nos vulnérabilités
comme levier de développement. Et ça, c'est important, même si depuis une dizaine d'années, le Togo est engagé dans ce processus. Le deuxième point, c'est simplement que l'inclusion ne peut se faire qu'au travers de coopération, de partenariats nouveaux. Et je pense là aussi que c'est aussi le sens du gouvernement togolais. On voit l'énergie qui est déployée depuis un certain nombre d'années pour mobiliser les partenaires du privé, mais également de la société civile. Le troisième point, c'est simplement aussi que désormais, et la crise Covid-19 l'a démontré davantage, que l'humain et la valorisation du patrimoine humain ne peut se faire qu'en l'intégrant donc dans ce que nous appelons notre propre référentiel de développement. Et pour finir, c'est simplement aussi de rappeler que nous changeons d'époque, nous changeons de monde. Une transition qui se fait des années 90 où, d'une part, nous avions, je dirais, les protocoles ou les éléments de développement des pays définis par des institutions, et puis maintenant, par les gouvernants, par les présidents de la République, par des premiers ministres, par des ministres qui sont devenus de vrais VRP pour leur pays et pour leur population. Merci. Madame Keke. Oui, merci pour l'invitation. Effectivement, le discours de Madame la ministre était très en ligne avec quelques éléments que je vais aborder autour de cette table ronde. Je retiens notamment le fait que Madame la ministre a parlé d'inclusion en associant également le côté environnemental. Ici, je représente une entreprise qui fait de l'énergie et de l'énergie propre. Donc, on va aborder ce thème-là. L'inclusion en parlant également de associer les femmes et autonomiser les femmes. Ça, c'est vraiment un des axes forts de nos actions sur le terrain. Et voilà, ce sont quelques thèmes que je vais aborder au cours de ce panel. Mademoiselle Petigot. Alors, le discours de Madame la ministre était très focalisé sur les objectifs justement de développement durable. Et elle a soulevé un point très important qui est le fait que l'État ne veut et ne peut tout seul atteindre ces objectifs. Et c'est là la raison de la présence du secteur privé que nous représentons ici, le groupe Hedebex Cement Togo, aux côtés de l'État justement pour œuvrer ensemble, être un maillon aussi essentiel du développement aux côtés de tous ces acteurs du secteur public et aussi de la société civile. Alors pour finir, M. Agbetosu. Merci, c'est un honneur pour moi de participer à ce panel sur l'inclusion sociale. Et je vais revenir sur 2 points de Madame le ministre du Développement à la base, notamment la dimension de l'inclusion sociale. De l'inclusion. Donc, elle a mentionné que l'inclusion est économique, sociale, environnementale et géographique. Donc, ceci étant, tous les aspects économiques, que ce soit économique, social, même les zones qui sont reculées, sont prises en compte dans la démarche de l'inclusion. Et aussi, je veux réitérer je veux saluer l'engagement de l'État qui a compris plutôt la place du numérique dans la dynamique de l'inclusion et en développant principalement des incubateurs pour accompagner les entrepreneurs à développer des applications, des services, des produits au service de la population. Et les populations qui sont reculées, par exemple, le mobile money permet à toutes les personnes on va revenir sur de pouvoir bénéficier de ce principe-là. Merci. Merci. Pour rester sur la question de l'inclusion que Madame la ministre a évoquée, quel est votre regard? On va encore là faire un tour de table. Quel est votre regard sur cette thématique et plus spécifiquement sur les enjeux du développement durable dans vos pays respectifs? On a quelqu'un qui représente le Bénin, le Cameroun et le Togo. On va faire un peu le tour de vos regards. Vous voulez commencer? Merci pour la question. Déjà, au sein de MESIPAT International, depuis bientôt 15 ans, nous militons contre le réchauffement climatique et
au sein de nos équipes, justement, nous pratiquons de l'inclusion sociale parce que dans nos équipes, nous avons des femmes que nous formons, des jeunes que nous formons et nous créons également des emplois verts. Et nous militons aussi pour l'utilisation des matériaux locaux dans la construction. Donc c'est la construction de bâtiments bas carbone à énergie positive qui font beaucoup de bien à l'environnement. Donc c'est tout ce que nous faisons, c'est un peu la mission de Messibat au Cameroun. D'accord. Au Togo, vous êtes dans l'entrepreneuriat social? Entrepreneur du Monde est impliqué dans l'entrepreneuriat social. Et nous sommes partir du constat du fait de l'inégalité au sein de la communauté. Un rapport du plan du PNUD a révélé que le monde aujourd'hui est beaucoup plus riche qu'il ne l'était depuis des années. Mais le contraste est qu'il y a plus de pauvres dans le monde. Alors cela veut dire que les politiques classiques de développement économique créent des inégalités au sein de la population. Ce qui se sont inégalement répartis. Ce qui directement relève la nécessité d'intégrer l'inclusion dans les politiques et stratégies du développement. Et également, les populations ou les femmes, les jeunes, qui sont dans les activités génératives de revenus, ont moins de possibilités d'avoir accès à des services financiers pour développer leur activité. Et donc, intégrant l'inclusion financière dans la stratégie de développement permet à ces structures-là, à ces jeunes, à ces dames, de pouvoir développer leur activité et de participer ou contribuer énormément au développement économique de la nation. Alors, Madame Petigot, vous êtes dans l'industrie, notamment la cimenterie. Vos activités ont un impact nécessairement sur l'environnement. Alors, quel regard vous portez sur toutes ces questions, la question de l'inclusion, la question du développement durable? Merci beaucoup. Le groupe Heidelberg Cement est présent dans plus de 60 pays dans le monde et particulièrement au Togo, nous avons 3 sociétés. Le ciment, la fabrication du ciment avec Sim Togo, la fabrication du clinker avec Scan Togo et les agrégats avec Granu Togo. Et comme vous l'avez si bien dit, ce sont des activités qui ont vraiment un impact considérable sur l'environnement. Alors aujourd'hui, il est question d'aller justement au-delà du fait d'avoir seulement des bénéfices. Alors aller au-delà de tout cela revient à trouver une meilleure stratégie pour partager une partie de ces bénéfices-là avec les populations, avec la nation justement pour promouvoir la croissance économique qui est inclusive. Alors, comment se fait ce partage? Justement grâce à une stratégie RSE d'impact qui est mise en place efficacement pour parvenir à redistribuer une partie de ces bénéfices. Et justement, il s'agit de faire fi des incompréhensions et chercher toujours à aller de l'avant et chercher à respecter justement la culture locale. Et cette responsabilisation de la base est un facteur de dynamisme de l'inclusion qui va faire bénéficier des connaissances locales et qui va contribuer forcément au développement local et intégral. Et donc là, il s'agit de s'inscrire dans une vision à long terme du développement économique. D'accord. Madame Keke, vous êtes dans l'énergie. Alors, votre regard sur la question du développement durable? Alors, pour un groupe comme Engie, je dirais que l'inclusion représente un levier de performance et d'innovation. C'est ce qui a permis de créer une initiative interne comme Power Corner en 2016. Power Corner, c'est quoi? C'est une entité au sein d'Engie qui fait des mini-réseaux solaires pour électrifier des zones rurales en Afrique. En 2017 et 2019, respectivement, le groupe Engie a racheté 2 entreprises, Phoenix International et Mobisol, qui développent des kits solaires domestiques pour les pays africains également. Donc aujourd'hui, au-delà du Bénin, je représente surtout notre entité
d'accès à l'énergie, ENGIE Energy Access, qui est présent dans 9 pays d'Afrique pour promouvoir ces solutions hors réseau, des solutions de paiement à l'utilisation PayGo et des mini-réseaux. Concrètement, nous accompagnons des acteurs publics des pays dans l'atteinte de leurs objectifs de développement durable numéro 7 des Nations Unies, puisque notre mission au sein d'ENGIE Energy Access, c'est de fournir une énergie propre, fiable, durable pour les populations qui sont dans des zones défavorisées, qui n'ont pas accès au réseau ou des zones dans lesquelles l'extension du réseau représenterait un coût très important. Donc nous sommes présents aux côtés des États, du coup, pour électrifier ces différentes régions, ces différentes zones. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 9 pays d'Afrique, comme je disais tantôt. On impacte 6 millions de vies dans ces différents pays, avec un objectif d'impacter 20 millions de vies à l'horizon 2025, avec nos différentes solutions. Monsieur Dalmeda, Madame Keke apporte de l'énergie propre et fiable aux populations reculées. Vous valorisez les déchets. Le dernier mot sur cette question vous revient. Quel est votre regard sur cette thématique de l'inclusion dans notre pays, le Togo? L'inclusion, pour moi, impose deux choses. La première, c'est de sortir de nos cloisons habituelles liées à nos activités, je dirais, fondatrices. La deuxième chose, c'est la nécessité de créer des écosystèmes nouveaux, des partenariats nouveaux et de drainer ces écosystèmes vers la croissance, vers le développement. À Africa Global Recycling, c'est vrai que notre cœur de métier, c'est la valorisation de déchets. Pour illustrer mes propos, ce sont des partenariats nouveaux qui sont créés. Comment aujourd'hui, concrètement, et notre dernier projet inauguré cette semaine même en témoigne, comment faire du déchet un moyen nouveau de transaction financière. Comment, à partir du déchet, on a accès à une couverture santé-maladie. Comment, à partir du déchet, on intègre des sujets forts de formalisation des acteurs de l'informel à travers la digitalisation, à travers un certain nombre de points. C'est de créer également de nouveaux partenariats, à la fois avec des entreprises, mais également avec des organisations de la société civile ou même des États. C'est des programmes d'éducation. Nous avons un programme d'éducation aujourd'hui présent sur la Côte d'Ivoire, la France et le Togo, dont 55 000 enfants sont bénéficiaires. Nous sommes, je dirais, partie de notre cœur de métier, toujours autour du déchet, le tri, la valorisation des déchets, mais développer et apporter des changements dans les familles et dans les territoires. C'est aussi ça le développement, c'est aussi ça l'inclusion. Et je pense, pour revenir un tout petit peu sur des éléments cités tout à l'heure par Madame le Premier ministre, les principes clés du développement local, de l'employabilité des jeunes, de la formation, parce que des écosystèmes nouveaux que nous créons sont pourvoyeurs d'emplois, de nouvelles formations, donc vraiment des éléments pour anticiper sur ce développement que nous disons durable, mais qui au préalable doit être soutenu. Alors je retiens après ces quelques minutes d'échange que vos différentes activités, vos regards, c'est surtout par rapport à la thématique de l'inclusion, c'est surtout comment impacter l'environnement autour de vous et l'environnement, comment impacter positivement la société. Cela m'amène à la deuxième question. De par vos expériences, vos différentes expériences, vos activités, vos parcours, quelles sont les approches ou les initiatives que vous pouvez considérer comme inspirantes et qui peuvent être partagées aussi bien par les acteurs que par enfin, les autorités publiques sur le continent? Je ne sais pas qui veut s'y lancer. Madame Petigo? Mademoiselle, plutôt. Il faut dire qu'au niveau du groupe Head Investment Togo, une fondation a été créée en 2014 pour mener toutes nos activités en termes d'RSE. Et en 2017, le groupe, au niveau international, a ciblé à la base des normes internationales et des objectifs de développement durable 6 axes principaux qui sont reliés directement aux objectifs de développement durable. Et donc nous avons le premier axe qui concerne le développement économique et l'innovation.
booster la force économique et l'innovation. Ensuite, il y a l'axe atteindre la santé et la sécurité, une santé et sécurité très excellente au niveau du travail. Ensuite, il y a le boost de l'économie circulaire, favoriser l'économie circulaire, réduire notre empreinte environnementale, surtout être un bon voisin et ensuite de beaucoup œuvrer pour la compliance et la bonne gouvernance. Alors sur tous ces axes, nous sommes partis du fait qu'il faut doter les communautés, c'est-à-dire les communautés locales, des outils adéquats pour pouvoir assurer ou pouvoir planifier leur développement au niveau local, c'est-à-dire à la base. Et donc le groupe a contribué aux élaborations des plans de développement locaux, des plans de développement cantonaux et des plans de développement communaux, afin de justement assurer un développement qui vienne de la base. Et donc, sur tous ces objectifs de développement durable, sur tous ces axes, il y a des projets phares qui ont été menés, comme le projet d'électrification rurale au niveau du canton de Tokli, qui justement a été un projet très, très boostant pour l'économie dans la localité. Et les populations locales sont associées, parce que c'est ça aussi, l'inclusion, sont associées à l'élaboration, à la mise en œuvre de ces plans dont vous parlez. Justement, parce que ce projet a associé des organes étatiques qui sont justement les premiers responsables d'une électrification dans les zones rurales. Et donc, la société civile est au cœur même de cette activité parce que c'est à la base, c'est sur leur demande aussi justement, ils sont impliqués pour parler, pour échanger de leurs besoins réels. Et c'est là l'utilité du dialogue social justement dans la démarche RSE que le groupe est en train de mettre en œuvre. Alors, Monsieur Agbeitosu, Madame Petigo a parlé de la fondation Eder-Investment. Quelle approche, quelle initiative inspirante de votre point de vue? Ok. À Entrepreneurs du Monde, nous adoptons une politique assez intégrante qui intègre les couches vulnérables. Et tout d'abord, Entrepreneurs du Monde est présent dans 12 pays en Afrique avec 20 programmes de développement et d'inclusion. Et au Togo, nous avons 3 programmes. Un programme d'accès à l'énergie qui est Mivo Énergie, qui accompagne la population à la base d'avoir accès à des équipements énergétiques modernes et à coût réduit. Et de manière à ce que on tend vers l'abandon, ou qui réduisent l'abandon des charbons, des bois de chauffe, et également permettant aux familles et aux ménages de pouvoir faire des économies. Et nous avons le deuxième programme qui est un programme de microfinance sociale qui est spécialement dédié aux femmes ou qui comporte 92% de femmes, qui a environ 124 membres bénéficiaires de la microfinance sociale. Et le programme inclusif, c'est que les femmes sont organisées en des groupes en des groupes participatifs où elles échangent, elles se communiquent, elles reçoivent aussi des formations sociales et sanitaires. Et également, Asila Simé a mis... Qu'est-ce que c'est, Asila Simé? C'est la microfinance sociale. D'accord. Oui. Elle a mis l'accent sur les femmes très vulnérables. On a les femmes monoparentales, les personnes vivant avec le VIH, les personnes handicapées. Et le principe, c'est de pouvoir permettre à cette personne d'avoir accès, par exemple, au crédit sans garantie ni caution. Des microcrédits permettant à ces femmes de développer leur activité génératrice de quel plafond? Pardon? Quel plafond pour le microcrédit? Ça va de 0 à 5 millions. D'accord. Mais comme c'est des groupes,
c'est une politique également de proximité où les femmes ne sont pas amenées à se déplacer vers les agences, mais les agents vont vers les femmes dans leur groupe qui sont dans leur milieu de résidence. Le troisième programme qui est mis en œuvre, le programme d'insertion professionnelle, qui est spécialisé à accompagner les jeunes à avoir un emploi ou à l'auto-emploi. Et donc, avec ce programme, nous avons, depuis 2 ans, nous avons accompagné 229 jeunes entrepreneurs, jeunes, qui sont passés par notre programme de formation et appuyés à la recherche de l'emploi, dont 199 ont trouvé un emploi. Et parallèlement, le programme à l'entrepreneuriat nous a permis d'accompagner, nous a permis d'accompagner près de 240 entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous avons assez de jeunes entrepreneurs qui ont des chiffres d'affaires assez évolués. Je prends l'exemple de l'entrepreneur Tchakondo qui fait le Jurio, qui aujourd'hui fait déjà un chiffre d'affaires de 1 500 000 par mois et qui emploie 15 personnes en emploi direct. Donc voilà notre contribution. Je peux revenir après sur 2 aspects. Alors, M. D'Almeida, quelles sont, selon vous, quelles initiatives sont inspirantes pour vous? Alors, elles sont nombreuses et je ne m'attarderai pas trop sur les nôtres, mais nous avons au sein d'AGR essayé de faire, ou en tout cas nous nous employons le faire chaque jour, de faire du déchet des éléments d'innovation sociale, économique et autres. Mais je pense que notre pays et nos pays sont riches de potentialités. On l'a vu avec Heidelberg Cement qu'on connaît assez bien, qui sort de son cadre de cimentier qu'on connaît et qui va électrifier, qui développe des sujets importants pour les communautés. On voit la question de la brasserie ici à Lomé, qui sort uniquement de son cadre de producteur de boissons et qui travaille à la structuration d'une filière d'approvisionnement en riz et pour accompagner également ce développement sur des questions d'industrialisation. On voit d'autres acteurs, entrepreneurs du monde l'a rappelé, mais des acteurs comme EDF qui de plus en plus s'intègrent également sur les questions de développement local. On voit dans la télévision, on voit le numérique, on voit Canal+, qui fait aussi des choses. Donc c'est dire que les potentialités sont là et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, comment nous faisons ensemble pour mettre ces éléments au service, je dirais, de cet engagement sociétal. Mais permettez que je rappelle souvent que ce rôle nous sort un peu de la vision fondatrice même de l'entreprise. Ce n'est pas de ne pas créer de la valeur, ce n'est pas de faire du business en créant de la richesse, mais c'est de faire en développant davantage d'impact et de sortir surtout de cette vision qui peut paraître souvent, je dirais, humanitaire. Et donc, c'est vraiment de vraies opportunités économiques, de vraies opportunités d'innovation que ces entreprises portent et qu'elles doivent porter avec les partenaires publics. Anna Keke. Oui, pour répondre à cette question, alors moi j'avais préparé trois éléments, 3 exemples dont je vais vous parler. Donc comme je disais tantôt... Et qui ne sont pas très longs. On va essayer d'aller vite. D'accord. Donc on va essayer d'aller vite. Nous, notre action s'inscrit dans effectivement l'apport d'énergie pour les zones rurales. Mais dans cet apport, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de fédérer différents acteurs autour du sujet pour pouvoir permettre le développement économique des zones que nous électrifions. Le premier exemple dont je vais vous parler, c'est l'exemple de l'électrification d'une localité en Zambie, le village de Titandika, dans laquelle, après avoir porté l'électricité par mini-réseau, nous avons travaillé avec une entreprise MEX pour fournir des autocuiseurs électriques aux femmes de la localité. Donc ça peut paraître anecdotique comme exemple en fait, mais ça permet de changer vraiment la façon dont ces femmes vont pouvoir organiser, j'ai envie de dire, leur journée. Parce que grâce à ces autocuiseurs électriques, elles vont pouvoir déjà d'une part améliorer leur santé parce que c'est la cuisson propre qu'elles vont pouvoir réaliser et éviter du coup la coupe de bois, également bon pour la planète. Quand vous sélectionnez ces zones, est-ce qu'il y a des indicateurs pour mesurer justement l'impact de vos activités dans ces zones? Quand vous les sélectionnez, ces zones?
vous intervenez? Alors, nous sélectionnons généralement les zones, effectivement, donc nous sommes focalisés sur les zones rurales. Nous sélectionnons les zones dans lesquelles on peut développer du potentiel économique avec d'autres acteurs, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a cette initiative en Zambie. Nous avons également une initiative qui est en cours en Ouganda, où nous allons électrifier toute une île. Et fournir de l'énergie pour plus de 4000 personnes sur l'île. Sur cette île, la principale activité, c'est la pêche. Et pour les pêcheurs, en fait, aujourd'hui, il leur manque des moyens pour conserver le produit de leur pêche. Donc, sur l'île, nous allons pouvoir apporter l'électricité et développer une unité industrielle qui va permettre de produire de la glace, de faire du séchage de poissons et également d'alimenter des bateaux électriques. Ce sont des choses que nous allons tester. C'est souvent des pilotes, des initiatives qu'on teste au cas par cas de façon très spécifique. Et peut-être de façon un peu plus générale sur l'ensemble de nos projets, nous faisons des partenariats avec les opérateurs de mobile money parce que l'ensemble de nos solutions, l'ensemble des services que nous proposons sont payés grâce au mobile money, ce qui permet de promouvoir l'inclusion numérique et également financière des populations, parce qu'à travers cet outil, nous pouvons proposer des moyens de paiement de services comme par exemple le paiement échelonné pour des crédits que nous proposons aux différentes populations lorsqu'elles ont envie de développer des activités économiques et productives dans ces différentes zones. Pour aller vite, voilà. Alors, Madame Gikoumé, pour finir là-dessus, rapidement. Oui, merci beaucoup. Donc nous, avec Messipat International, nous sommes présents dans plusieurs pays en Afrique, Cameroun, Togo, Abidjan et la France et l'Angleterre. En fait, nous permettons aux populations en Afrique vivant avec moins de $1 par jour de pouvoir se loger de manière écologique, de manière durable et économique. Donc, et nous avons aussi mis en place une manière de construire qui permette que la maison soit naturellement ventilée. Donc pas besoin de climatisation dans la maison, donc ça fait aussi des économies d'énergie. Et nous équipons toutes nos maisons, tous nos bâtiments d'énergie solaire, d'eau potable et autonomie aussi en assainissement. Et dans notre groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous intégrons beaucoup les jeunes, les femmes. Actuellement, ici au Togo, nous travaillons avec un jeune groupe d'architectes qui s'appelle Awaris. Donc, nous faisons vraiment des efforts pour intégrer tous ceux, nous donnons la chance à tout le monde, voilà, pour créer de l'emploi. Merci. La question suivante, on va aller vite puisqu'on est un peu pris par le temps. C'est quelle est, de votre point de vue, les articulations utiles qu'il peut y avoir entre les parties prenantes et les différentes formes d'engagement des acteurs pour l'atteinte des ODD. Qui veut commencer? Monsieur Dalmeda. Je pense que beaucoup de choses... en 1-2 minutes. Oui, beaucoup de choses se font. Mais les articulations importantes, c'est d'abord, de mon point de vue, la question du cadre réglementaire qui doit accompagner l'engagement sociétal des entreprises et des organisations. Que le pouvoir public soit lui-même acteur, ressources et producteur de ressources. Ça, c'est un élément pour moi fondamental. Vous pensez qu'aujourd'hui, il n'existe pas de cadre où il y a un déficit de législation en la matière? Il y a très concrètement un déficit qui doit être revu. On a parlé, le Togo a cette ambition d'être un hub de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire répond à des questions clés de normes. Et donc ces normes doivent pouvoir être clairement posées, le cadre doit pouvoir être clairement posé. Deuxième élément important pour moi, c'est la structuration d'une vraie industrie financière qui doit pouvoir accompagner cette ambition des États et des entreprises. Ceux qui porteront la croissance, ce ne sont pas forcément les grandes entreprises. Elles sont destinées à drainer un écosystème important de petites et moyennes entreprises. Et il faut par là redéfinir ce que c'est qu'une petite et moyenne entreprise dans notre contexte spécifique togolais ou africain. Et pour terminer, sur le sujet, je pense que la question de l'engagement sociétal des entreprises doit pouvoir aussi être pourvoyeur de propositions de la part des acteurs que nous sommes, en termes de vécu, en termes de partage d'expérience, pour pouvoir répondre à ces impératifs, mais surtout accompagner
parce que, rappelons-le, nous ne le disons pas assez, il faut rendre hommage à Kofi Annan pour ça, ancien secrétaire général de l'ONU. Pour ça, c'est bien parce que nos entreprises ont commis des déviances, c'est bien parce que nous avons des dérives sur les questions sociales, sur les questions environnementales, que la question de la RSE aujourd'hui est posée comme levier de performance et levier de développement. En une minute, rapidement. Alors, quelle articulation utile entre les parties prenantes et les différentes formes d'engagement pour l'atteinte des ODD? Mais déjà, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, notre rôle, c'est aussi d'aller vers tout ce qui est collectivité locale, les ministères, les gouvernements, pour aussi présenter ce qu'on fait. C'est ce que nous faisons chez Messibat. Dans chaque pays où nous sommes implantés, nous essayons de rencontrer des maires, nous essayons de rencontrer les ministres de l'habitat pour proposer en fait des solutions à tous ces problèmes de développement durable. Okay. Donc plus de collaboration entre les pouvoirs publics et les acteurs. Madame Keke? Moi également, je vais parler de collaboration, effectivement, de collaboration entre tous les acteurs. Aujourd'hui, chez NG Energy Access, nous savons fédérer par exemple les industriels ou en tout cas des PME localement pour répondre à des besoins spécifiques selon les zones dans lesquelles nous sommes implantés. Nous avons accès également à des autorités publiques, par exemple les ministères de l'énergie, des finances, selon les configurations dans les pays où nous sommes. Ce qu'il faudrait, c'est sans doute davantage une coopération également entre tous les acteurs publics. Parce que quand je prends par exemple un village électrifié, notre ambition c'est de faire le développement économique, promouvoir le développement économique de ces zones rurales. Par contre, ce n'est pas l'énergie toute seule qui va permettre d'arriver d'atteindre cet objectif-là. C'est l'énergie plus tous les usages productifs, toute l'activité économique qu'on va pouvoir créer. Et cette activité économique, l'énergie est juste là pour catalyser les choses. Donc il faudrait par exemple que quand on va dans des zones, ou en tout cas quand des zones sont ciblées pour être électrifiées par exemple par le ministère de l'énergie, que les acteurs du ministère de l'Agriculture par exemple puissent également travailler pour trouver des solutions, pour développer des outils, des unités de transformation, parce que dans les zones rurales, on sait l'agriculture c'est la principale activité des populations, que l'industrie également, le ministère de l'Industrie par exemple, puisse accompagner pour implanter des unités pas très loin ou au plus près de ces populations-là, ce qui permettrait également de créer de l'emploi très localement. Donc notre ambition, c'est vraiment ça, de pouvoir fédérer tous ces acteurs pour la cause commune qui est le développement économique des zones rurales. Et avec ça, on va pouvoir atteindre l'objectif que nous nous fixons en interne au sein d'Engie, qui est atteindre les 3 P, c'est-à-dire proposer des solutions qui sont bonnes pour la planète, bonnes pour les personnes et bonnes pour le profit. Parce que sans profit, on ne peut pas développer des actions qui soient durables dans le temps. Tout à fait. Madame Gikoum avait déjà fait le lien avec la question suivante, donc je saute là-dessus. Quelle forme de collaboration, quelle nouvelle collaboration, selon vous, entre les acteurs publics et la société civile? D'accord. Donc, en me basant sur notre partenariat avec la coopération allemande, la GIZ, pour la formation professionnelle des artisans maçons et charpentiers dans le canton de Topli, je pourrais dire que actuellement, il faut vraiment développer des réseaux de partenariat entre tous ces acteurs au niveau des préfectures qui va booster un développement vraiment qui vienne de la base. Alors, à côté de tout ça, il faut faire un transfert de compétences. Tous ces acteurs doivent pouvoir faire un transfert de compétences vers la base et cette base doit être à même d'utiliser ces compétences qu'elle aura acquises pour assumer ses responsabilités en termes de développement. Il faut donc que le secteur privé aussi fasse confiance aux organes déconcentrés que l'État a placés au niveau des préfectures pour justement œuvrer pour ce développement-là économique, social, inclusif. Même question pour vous, M. Abetossou. Oui, merci. Tout d'abord, je vais revenir un peu sur le premier point abordé par M. D'Almeida. En ce qui concerne la création d'un cadre adapté au développement des structures qui sont impliquées en matière d'inclusion. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises n'ont pas un statut juridique les permettant de pouvoir mieux se développer. Et donc, je salue quand même l'engagement de l'État par la création du CRS
pour pouvoir développer et créer ce cadre favorable. Et en termes de partenariat, à Entrepreneurs du Monde, sinon à Miaodo, nous sommes dans la démarche de partenariat avec les collectivités ou les communes, parce que notre engagement est aussi environnemental, où nous avons créé une entreprise école spécialisée dans la gestion des déchets, où il faut former les personnes moins scolarisées et leur donner des métiers professionnels à pouvoir s'insérer ou à développer des micro-entreprises dans la gestion de déchets. Alors, notre démarche, c'est de pouvoir développer des partenariats avec les communes. Et notamment, nous avons un partenariat avec la commune de Vakbo qui consiste à développer une plateforme de transit intermédiaire pour pouvoir réduire la quantité de déchets ou des déchets inutiles qui sont transportés à AKP. Également, l'autre démarche, c'est de pouvoir développer des partenariats avec les entreprises, parce que les entreprises, les grandes entreprises en elles-mêmes ne peuvent pas s'impliquer directement dans la démarche d'inclusion sociale. Et donc, il faut un partenariat, et nous sommes dans cette dynamique-là, de nouer des partenariats avec les entreprises et de pouvoir les amener à collaborer ensemble et développer des solutions assez inclusives auprès de la population. Nous avons un partenariat avec le Simtogo dans ce sens-là. Et en dernière position, je pense qu'il faudrait que tous les acteurs de l'écosystème de l'inclusion puissent collaborer pour la co-construction des solutions durables et inclusives. Et donc, je donne par exemple Miaodo. Envisage également, on avait démarré des collaborations avec AGR aussi. Et donc, c'est de pouvoir réfléchir et aller à la co-construction et développer des solutions assez fiables, assez durables pour la communauté. Merci. Avant de retourner à Paris pour écouter le mot de clôture de Madame la ministre et de Monsieur le député Anator, on va faire un dernier tour de table sur cette question. Quel engagement prioritaire pour chacun d'entre vous pour contribuer à l'atteinte du développement durable? En 30 secondes, 1 minute maximum, avant de retourner à Paris. Oui. Qui veut prendre la parole? Construire, pour Messibas, construire le maximum de villes durables en Afrique. Voilà, des bâtiments autonomes en énergie, eau potable, assainissement. D'accord. Monsieur Dalmeda? Que le déchet est plus qu'un déchet et que le déchet, la gestion des déchets doit dépasser le cadre de la collecte à l'élimination sur la décharge. Et qu'on peut créer beaucoup d'emplois, beaucoup de nouvelles formations. Et pour cela, vous avez besoin de nombreuses coopérations, collaborations avec les pouvoirs publics. D'accord. Madame Keke? Pour pouvoir électrifier le maximum de communautés et permettre d'atteindre l'ODD numéro 7, nous avons besoin de cadres réglementaires qui soient fiables, qui permettent de sécuriser du coup, les investissements qui sont faits, et également l'accès à des financements pour permettre d'avoir, pour ces populations, d'avoir une électricité qui soit abordable. D'accord. Et Monsieur Agbetosu? Oui, cela consiste à outiller et à doter les jeunes et les personnes moins scolarisées des compétences nécessaires pour pouvoir trouver de l'emploi et résoudre ou faire face aux défis de pollution ou de gestion de déchets dans le pays. Donc c'est pouvoir les former, les donner des compétences professionnelles, les permettant de créer de la valeur ajoutée et de développer le secteur de gestion de déchets ou de recyclage de déchets au Togo. Le dernier mot vous revient. Pour le groupe Red Investment Togo, il s'agira de toujours placer l'humain au centre même de son activité, de valoriser le capital humain au centre de son activité et donc de lier, d'associer l'industrie au développement local. Alors merci aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission qui continue. Avant de donner la parole pour le mot de clôture à Madame la ministre, nous allons écouter l'intervention du député Patrice Anator qui intervient aussi depuis le sommet de Paris.
Climat, biodiversité, accès aux services essentiels, santé, accès à l'emploi, un développement humain, équitable et durable. Le monde et l'Afrique sont confrontés à des enjeux majeurs. Tous les acteurs se mobilisent pour porter des solutions responsables, équitables, solidaires, inclusive et durable. Les 7 et 8 juillet, 2 jours autour de 8 thèmes avec 64 intervenants en multiplex depuis 7 pays. Le sommet de l'engagement sociétal des entreprises, inscription sur sommet-engagementsociétal.com. L'inclusion, c'est aussi, quand on dit inclusion géographique, je le disais tantôt, c'est aussi la diaspora qui s'est vue créer un guichet unique pour pouvoir lui permettre d'avoir un point d'entrée et d'ancrage dans le pays d'origine, le pays natal, le Togo. Monsieur Anator, je vous laisse la parole. Merci, Madame la Ministre. Je suis honoré de pouvoir partager ce plateau avec vous ce matin sur la question de l'engagement sociétal de l'entreprise. Et aussi, ce sommet met clairement en phase la coordination entre l'Afrique, la France, l'Europe. Il est important de savoir effectivement que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, ne peut pas être et ne doit pas être que le sujet de quelques entreprises ou de quelques États. C'est un sujet, comme vous l'avez dit dans votre propos introductif il y a quelques minutes, qui s'impose aujourd'hui, qui est dans l'air du temps, mais qui revêt une importance majeure. Et je donnerai un retour d'expérience de ce que, ici en France, nous avons mis en place comme cadre pour pouvoir impulser, inciter les entreprises à inclure dans leur culture la responsabilité sociale. Il s'agit de la loi Pacte. C'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises que nous avons adopté en 2019. J'ai moi-même été membre de cette commission spéciale à l'Assemblée à travailler justement sur la RSE. Et la RSE, je peux dire aujourd'hui qu'elle n'est plus en France une option. Nous avons quelque part, par ce cadre législatif, amener les entreprises à marche forcée, si je peux dire, à tenir compte justement des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Et donc l'entreprise ne doit pas se limiter qu'à la recherche du profit. Elle doit tenir compte de ces enjeux sociétaux et environnementaux. L'entreprise doit être le cadre de création et de partage de sa valeur. Ainsi, la loi Pacte que j'ai évoquée tout à l'heure a permis justement d'amener la réflexion sur l'objet social de l'entreprise. L'objet social de l'entreprise qui, aujourd'hui, doit permettre de pouvoir impacter, et vous avez eu à le souligner, doit pouvoir impacter l'environnement social, culturel, économique de toute entreprise. Aussi, cette loi nous a permis d'avancer sur la création d'un statut d'entreprise à mission. Il s'agit là d'inscrire dans les statuts de l'entreprise l'objectif social visé et aussi créer un organe représentatif des salariés qui vérifie la conformité justement des décisions de gestion à l'objet social qui a été inscrit dans les statuts. Et je parlerai aussi en termes d'égalité femmes-hommes. La loi Pacte a permis également l'augmentation dans les conseils d'administration du nombre d'administrateurs représentant des salariés.
le seuil avant la loi Pacte était un administrateur représentant des salariés sur 13 administrateurs. Aujourd'hui, on est passé à 2 administrateurs représentant les salariés sur 8. Je pourrais donner également un autre exemple qui est la transparence des salaires dans les entreprises cotées. La transparence des salaires dans les entreprises cotées, il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, les grands dirigeants des entreprises cotées peuvent gagner jusqu'à 265 fois plus que le salaire moyen de leurs salariés. En France, il y a une étude qui place, une étude sur 22 pays qui place la France en 15e. Et donc, en France, c'est 70 fois plus que le salaire moyen ou le salaire médian. Et donc, cette transparence des salaires dans les entreprises cotées doit être présentée chaque année par cette grandes entreprises pour pouvoir expliquer la structuration des rémunérations, et cela les incite justement à avoir une autre politique des rémunérations en prenant soin de faire profiter de la valeur de l'entreprise à ceux-là aussi qui contribuent à la création de la richesse et qui sont donc les salariés. La loi Pacte a été également la solution à plus d'équité. Il faut quand même rappeler qu'il y a une loi de 2011 qui s'appelle la loi Copé-Zimmermann qui avait déjà introduit, qui avait déjà fixé à 40% le pourcentage dans les conseils d'administration ou dans les comités exécutifs de femmes et d'hommes. Mais les 40% n'ont jamais été atteints. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Donc, même si je parle aujourd'hui de cette loi Pacte qui a fait bouger les lignes, il faut savoir que le travail reste à faire et qu'il faut poursuivre ces efforts. Et ces efforts doivent être poursuivis justement en commun. Et l'intérêt aussi de travailler en commun sur la responsabilité sociétale des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise française peut se retrouver partout dans le monde, au Togo et dans d'autres pays, de même que des entrepreneurs d'Afrique peuvent se retrouver sur un territoire européen. Et cela nécessite donc une coordination, étant donné qu'aujourd'hui, toutes les économies sont interconnectées, interactives, et on ne peut qu'avancer ensemble. Je parlerai aussi très rapidement, puisqu'il en est question, de l'inclusion, de l'égalité femmes-hommes. Nous aussi, je le disais tout à l'heure, en France, on a encore des efforts à faire. Dans les dirigeants du CAC 40 français, de mémoire, on a une femme. On a une femme, ce qui montre qu'il y a encore énormément d'efforts à faire sur ce sujet. Il y a certes une lente progression qu'on constate dans les comités exécutifs, dans les comités, dans les commissions, dans les conseils d'administration, mais on remarque encore que la progression, elle est très très lente, surtout que aujourd'hui, dans ces grandes entreprises, les femmes représentent plus du tiers des cadres. Plus du tiers des cadres. Et donc, on a effectivement un travail de fond à faire pour renforcer justement la parité dans les conseils d'administration. Voilà un peu l'expérience que je peux partager sur le plan législatif, et également qui a entraîné une modification du Code civil pour que nous puissions un peu obliger les entreprises à aller dans cette direction. Merci de cette intervention très enrichissante, Monsieur le député Anato. Et
nous restons convaincus, donc, comme le disait un de nos intervenants tout à l'heure, que le partage d'expériences demeure une approche intéressante pour y arriver. Le Togo veut construire son développement, son pays, à responsabilité, l'inclusion avec l'ensemble de ses fils et de ses filles, et qu'ils soient du secteur privé, public ou de la société civile. Aujourd'hui, même s'il n'existe pas un cadre formel pour l'ensemble des entreprises, des PME, PMI et toutes les entreprises au Togo, pour la RSE, les grandes entreprises et industries, les chantiers de construction, tous ceux qui donc interviennent, surtout les grandes entreprises au Togo, se conforment à des règles en termes de respect de normes environnementales et sociales. Et il y a une agence qui est chargée d'ailleurs d'approuver, de délivrer un quitus pour que les programmes puissent se mettre en œuvre en respectant ces normes-là. Il est donc important, et le Togo s'y est engagé résolument pour devenir le hub de l'entreprise sociale, solidaire et de la RSE, de créer un cadre normatif, et surtout de promouvoir la collaboration entre les différentes parties prenantes, de susciter l'adhésion donc à toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là, et encourager les entreprises à avoir une approche qui prend en compte de façon très formelle ce volet responsabilité sociale et responsabilité sociétale. Cela ne se fera pas donc sans amener les entreprises à mettre l'humain au centre donc de leurs préoccupations et de leur mission, l'économie, l'environnement, le respect de l'environnement, la protection de l'environnement, et surtout l'éthique, qui est aussi un des points cruciaux donc, de la réussite d'un développement harmonieux, respectueux de la nature et des humains. J'invite donc tous les acteurs, qu'ils soient de la société civile, de la diaspora, des pays africains, qu'ils soient du secteur privé comme public, à s'engager chacun individuellement en faveur donc d'un développement harmonieux et responsable. Nous finissons donc cette entrevue, et je souhaite plein succès à Mondo Mutondi, et que la terre soit un havre de paix. Climat, biodiversité, accès aux services essentiels, santé, accès à l'emploi, un développement humain, équitable et durable. Le monde et l'Afrique sont confrontés à des enjeux majeurs. Tous les acteurs se mobilisent pour porter des solutions responsables, équitables, solidaires, inclusives et durables. Les 7 et 8 juillet, 2 jours autour de 8 thèmes avec 64 intervenants en multiplex depuis 7 pays. Le sommet de l'engagement sociétal des entreprises, inscription sur sommetengagementsocietal.com.